Alors bonsoir à tous. C'est une vraie joie pour moi de pouvoir vous accueillir vous qui êtes là en présentiel et vous accueillir vous qui nous regardez en ligne. Il y a 28 personnes qui nous regardent en ligne, un peu plus que dans la salle, mais il y a quand même du monde et on se réjouit vraiment de la présence de chacun. Donc bienvenue à cette conférence de la Société d'Histoire et Documentation du Baptisme en France. Voilà, nous souhaitons avoir des conférences de manière régulière. Et donc aujourd'hui, nous regarderons à la mission évangélique bretonne et son œuvre à Trémel. Et donc c'est Anne Ruold qui interviendra pour cette conférence. Nous aurons la joie d'avoir également la joie de pouvoir entendre Gaëtan Caro qui nous jouera de la bombarde. Alors pour ceux qui nous regardent en ligne, ce sera à la fin de notre rencontre. Il y aura un petit temps de pause parce que nous allons aller dans la salle de culte pour cet instrument parce que c'est vraiment très très fort. Hein. Comme son nom l'indique, ça bombarde. Et donc voilà, beaucoup d'écho dans cette pièce. Donc la salle de culte sera plus appropriée. Et ensuite, pour ceux qui seront présents, nous reviendrons ici et nous aurons l'occasion de prendre des petites choses à manger. Il y aura également des bulletins de la Société d'Histoire qui sont disponibles à la vente pour ceux qui le souhaitent. Mais sans plus tarder, je laisse la place à Anne Ruold pour la conférence. Merci. Donc bonjour à chacun, chacune aussi, à celles et ceux qui sont en ligne pour cette conférence sur la Bretagne. Alors je voudrais d'emblée dire que je ne suis pas une spécialiste de la Bretagne. Je ne suis pas une spécialiste des églises évangéliques et des églises baptistes en Bretagne. J'ai découvert le sujet, je vais vous emmener faire ces découvertes avec moi. Il y a des gens bien plus connaisseurs de la Bretagne que moi et dans la salle et aussi en ligne. Et on peut peut-être un peu compléter. Alors heureusement que nous avons un presque vrai breton, puisqu'il est un peu alsacien quand même. Gaëtan qui va nous jouer tout à l'heure de la bombarde, comme on a dit. Alors on peut dire que Gaëtan est en ce moment étudiant à l'Institut biblique de Nogent, 2e année. Il a beaucoup à cœur à la Bretagne, il a passé beaucoup d'années, il a travaillé déjà, souci de témoigner aussi en Bretagne. Et ingénieur de marine, c'est comme ça on dit, de base. Et donc, nous sommes très contents de l'écouter aussi. Et puis, il va aussi m'aider quand il y a quelques noms, parfois, bretons que j'aurais du mal à prononcer, qu'il faudra peut-être m'aider. Donc, merci. Gaëtan fait partie d'un groupe qui s'appelle Celtic Collectif. Donc, vous pouvez aussi entendre des choses. Denise a chanté ça pour voir certaines choses à l'occasion de la chorale à l'Institut. Alors, il s'agit de l'actualité de notre sujet, la Bretagne. L'actualité, d'une part, très récemment, Arte a proposé une émission où il y avait un petit bout de l'émission qui portait sur Trémel, et vous pouvez encore en replay la regarder. Un peu plus loin, c'était le couple Le Piré, qui a la médaille des Justes, qui a aussi été un moment où Trémel a été mise en avant. Mais une autre actualité aussi, qui est plutôt liée au lieu où nous nous trouvons. En effet, en 1818, la mission de Trémel a écrit au pasteur de l'église du Tabernacle pour lui demander, c'était Arthur Baucher, s'il voulait bien prendre la direction de l'œuvre. Il était jusque-là sous la tutelle, sous l'organisation de Londres, de l'Angleterre, et donc l'a accepté, et nous avons son nom qui figure dans le comité de direction à partir des années 1818-20. Donc il y a une actualité aussi liée à ce lieu qui nous accueille. Alors je vais m'appuyer sur les auteurs qui sont des spécialistes du sujet, qui ont écrit à propos de tout ce qui concerne les églises évangéliques et la venue du protestantisme en Bretagne. Quelques archives peut-être supplémentaires, glanées ici ou là, en particulier la bibliothèque de la Société d'Histoire du Protestantisme, en particulier tout ce qui touche à l'école normale de Courbevoie, puisqu'il y a des liens aussi entre l'école
entre autres, Guillaume Lebret et cette école, et puis des correspondances, donc il y a en particulier quelques éléments de plus. Je me suis aussi servi d'un certain nombre d'articles, de rapports qui figurent dans les journaux de la Société missionnaire baptiste. Et donc, ces articles, ces rapports qui vous instruisent sur ce qui se vivait à l'époque. Alors, ce que je vous propose, c'est en fait d'élargir un peu le sujet qui nous a été proposé, bon, le titre dont je suis responsable, tout à fait, hein, en disant que ce serait intéressant peut-être de mettre cette mission dans son contexte. Et donc d'aller un peu plus loin, et de voir comment les protestants sont arrivés en Bretagne, avant la révocation des bilans, réforme révolutionnaire, très rapidement, de voir cela, de voir une première partie, ensuite après la révocation, après le retour à la liberté de culte, puis ensuite cela va nous introduire à cette mission évangélique bretonne. Je veux dire, j'ai eu quelques peines à essayer de dénouer les dates où tout n'était pas tout à fait simple, en tout cas de prime abord. Donc je vous propose cela, avec une perspective, puisque je ne suis pas très originale, si ce n'est quelques articles, ce sera plutôt la perspective, une perspective plutôt missionnaire. Et je vous propose d'essayer au fil de cette histoire de repérer, d'une part, la matrice des réseaux étrangers, nationaux, régionaux, l'engagement. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est en particulier le dernier ouvrage de Pierre Kirchner, donc la matrice étrangère du protestantisme au XIXe siècle, donc voir un petit peu là, voir comment les réseaux se sont mis en place, et de montrer aussi l'expression d'un évangile qu'on appellerait aujourd'hui un évangile intégral, qui s'est imposé lui-même, et qui questionne aussi de différentes façons. Donc ce sera mon angle, là, tout au fil des propos, je vais essayer de donner quelques éléments. C'est vrai. Quelques repères, même si nous sommes tous des grands experts en date. La réforme au XVIe siècle, alors Wittenberg qui marque celle de Luther, pour Calvin, 1536-1555, si on est à Genève, si on est à Paris. Et puis alors, depuis quand la Bretagne est rattachée à la France? Alors, on a deux dates qui sont souvent proposées. Elle est définitivement rattachée en 1532, mais déjà avant, avec le mariage d'Anne de Bretagne, en décembre 1491. Il y a déjà des choses qui se tissent. Donc on est dans une période concomitante, réforme et puis rattachement. Avec une Bretagne coupée en deux, la basse et la haute Bretagne. Alors, nous allons voir que pour le premier protestantisme, il va arriver en Haute-Bretagne, et dans une deuxième partie, c'est la mission Trémel en particulier, nous serons en Basse-Bretagne. Il y a une incidence linguistique en particulier qui sera à mettre en avant. Alors, pour le premier protestantisme breton, si on peut l'appeler ainsi sur d'autres auteurs, donc la première période, on peut dire qu'il se caractérise d'une part parce qu'il pénètre l'aristocratie. Quelques artisans, mais peu, et très peu, par contre, d'agriculteurs, très peu de prêtres sont touchés. L'initiative est surtout l'initiative de la noblesse, en particulier des femmes nobles qui vont avoir une implication importante. C'est une diffusion qui se fait au sein de ces familles nobles et surtout en ville, hein, plutôt que dans les régions agricoles. Ensuite, c'est un premier protestantisme qui est surtout diffusé par des Français ou éventuellement quelques Suisses français, qui se fait en langue française dans une région qui est plutôt une région non pas celtique, mais qui parle la langue gallo, qui est proche du latin, du français, enfin, qui est plus proche de ce que l'on peut connaître, et qui est différente du celtique. Les pasteurs sont souvent, donc, ces premiers pasteurs, des gens qui sont des universitaires, qui ont fait souvent des études de droit, parfois de théologie aussi, des juristes, donc qui ont l'habitude de la controverse aussi. Et ils défendent l'orthodoxie protestante, calviniste, dans un français qui est accessible à ceux qui comprennent le français, et le font donc contre le catholicisme.
veux dire, ça, c'est vraiment la première période, les caractéristiques. On va être dans le français, dans une certaine élite. Alors, intéressant de voir que dans l'ouvrage de Franck Puet, qui est publié lors de l'exposition universelle, il y a tout un article sur la mission de Trémel, sur l'évangélisation et les églises bretonnes. Alors, je vous lis juste ce qu'il dit. La Bretagne, unie à la France en 1491, est divisée en deux parties. Dans la Haute-Bretagne, on parle le gallo, mélange de breton et de français. Dans la Basse-Bretagne, elle était d'une population d'environ 1,5 million d'âmes. On parle encore aujourd'hui la langue des Celtes, une des plus anciennes langues d'Europe. Ce pays, par sa langue, ses coutumes, et surtout par les milliers de prêtres et de nonnes qui le couvrent de toutes parts, est encore aujourd'hui ce qu'il était il y a des siècles. Les symboles du culte druidique se trouvent presque dans chaque village. Des bouts d'ongles envoyés à certains carrefours, du beurre à certains vieux têtards de chêne, du sang versé sur certaines pierres, des maisons neuves, etc. sont tous là la preuve de cette situation. Le gui et la verveine, ils sont encore une grande vénération. Et des oblations à Pan, à Belle et à Flore peuvent facilement être reconnues dans leurs fêtes patronales. Là pour le décor. Et c'est là que vont venir ces premiers protestants. Alors les premiers débuts sont des actes plutôt violents, des actes iconolastes qui sont perpétrés à Morlaix et à Dinan. On parle d'un jeune homme qui décapite la statue de la Vierge. Là, un prêtre qui comparaît devant un tribunal ecclésiastique car il a brisé un crucifix. Mais cela ne va pas vraiment au-delà. La première prédication que l'on signale, en tout cas comme première prédication, se fait dans le château de la Bretéché, en avril 1558. On touche la noblesse qui est réunie là. La première scène, le 10 avril 1558, va être célébrée aussi dans le manoir de Lourgnac, que c'est, semble-t-il, la première fois opérée. Et c'est Théodore de Bèze en particulier qui nous donne des sources historiques intéressantes sur ce plan. Peut-être une histoire un peu significative de la vigueur des prédications et de la manière de s'y prendre. C'est une prédication de Fleury au Foisy. Alors, tout commence avec 6-7 personnes dans le château, et cela plaît beaucoup, et donc on se dit pourquoi ne pas prêcher dans un lieu plus grand. Et il se présente dans la grande église Notre-Dame de la Pitié, et là, ce matin prêché. Alors bien sûr, le prêtre dit, mais de quel droit? Il dit, mais nous sommes des prédicateurs légitimes de l'évangile, des ministres. Bon, ils l'ont fait une fois, et ils ont vu partir, et c'est d'autres qui ont ensuite continué. En 1668, quand on reprend les lieux où il y a des églises, alors on voit assez bien une ligne entre Paimpol et Vannes, avec ces premières églises qui sont plutôt en basse, en Haute-Bretagne. Donc c'est vraiment la situation à ce moment-là. Avec les tensions, donc les guerres de religion sont moins virulentes qu'ailleurs, mais il y a quand même des tensions. Et il y a les Romands qui vont mettre en place, développer une industrie du fer, des forges, et qui vont permettre à des protestants de se retrouver là, de pouvoir gagner leur croûte, de développer aussi un savoir-faire particulier. Mais très rapidement, bien, la révocation de l'édit de Nantes impose des départs de la Bretagne. Certains vont abjurer, d'autres vont faire des lèvres de cœur, et certains vont avoir quelques peines en voulant rester protestants. Donc les choses vont changer après la déclaration des droits de l'homme, et puis déjà l'édit de tolérance, il y a des choses qui se mettent en place, et ça sera la partie donc
qui concerne la deuxième, ou le retour de Calvin chez les Bretons, si on peut dire. Et il y a 3 modes de retour. L'industrie, le commerce, le tourisme thermal, et la culture, ce que j'appelle la culture interceltique. Alors, l'industrie et le commerce, c'est ce que vous connaissez les Indiennes. Le commerce des Indiennes, fabriquées essentiellement à Nantes. Et ce sont des protestants qui fabriquent ces Indiennes. Donc, les premiers protestants qui reviennent à Nantes, c'est essentiellement ces commerçants. Charles Nicolle dit que les protestants nantais, à la fin du XVIIIe et XIXe siècle, sont dans leur immense majorité d'origine étrangère. Il y a des Allemands, des Britanniques, principalement des Suisses qui composent cette communauté. Donc, on avait des Français, quelques Suisses envoyés par Calvin au début, mais c'était essentiellement des Français qui sont venus au début de la Réforme. Là, on voit que c'est des étrangers qui viennent pour leur profession, pour gagner leur route, qui vont être là. Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes. On a ici un texte qui relate le séjour en 1802 d'un Anglais, enfin quelqu'un, en tout cas un ministre protestant qui habite l'Angleterre, qui vient pour boire les eaux c'est à Dinan, hein, ouais. Donc, le développement du tourisme thermal qui commence. Et en fait, cet homme avait été pasteur français dans le sud de la France et avait dû quitter la France au moment des tensions contre les protestants. Et voilà, s'est installé en Angleterre, il revient, et à Dinan, il dit, mais il n'y a pas de raison, nous sommes anglais, nous sommes protestants, nous voulons un culte. Donc il va pousser aussi dans ce sens à avoir un retour au culte protestant par ces Anglais qui viennent. Puis le troisième axe, celui de la culture, alors il y a 2 leviers qui sont là, le levier identitaire du mouvement interceltique, puis un élément aussi d'ordre théologique, qui vont pousser, alors ce sera les Gallois à venir pour témoigner auprès de leurs frères de langue, en tout cas, bretons. Alors, c'est quoi ces deux éléments? L'expression, c'est d'être témoin du Christ en Samarie celtique, auprès des frères en celtitude. Donc, parce qu'il y a témoin du Christ en Samarie celtique, auprès des frères en celtitude. Alors, on aura l'occasion de voir cela un petit peu davantage, voir ce que ça signifie. Et puis, il y a un autre aspect, c'est celui de se rappeler que autrefois, les Bretons avaient fait du bien au Pays de Galles en envoyant à la fois Germain et Loup prêcher la vérité pour contrecarrer les erreurs du pélagianisme et du papisme. Il revenait aujourd'hui donc au Pays de Galles, aux croyants du Pays de Galles, de faire de la Bretagne aussi une terre privilégiée pour apporter à leur peuple le pur évangile en opposition aux erreurs. Alors, ce qui est cocasse, c'est, si je ne me trompe, le pélagianisme, c'est un prêtre breton qui l'a développé à un moment donné, sauf erreur de ma part. Voilà. Mais en tout cas, c'est des Bretons qui sont allés amener ensuite rectifier ça en Angleterre. Alors, c'est quoi ce témoin du Christ? S'il y a un texte qui relate cela, notre état de sommeil à l'égard de nos frères bretons paraît étrange et impardonnable, disait ce Gallois. Nous envoyons nos ministres au gel de la Sibérie et au désert torride de la Sierra Leone. Les Bibles sont traduites dans les langues indigènes. Elles existent, il existe dans les temples, aussi en Chine, à la cour royale de Tahiti et dans les cabanes de pêcheurs en Laponie. Mais quant aux Bretons, bien qu'ils vivent à côté de nous, eux, os de nos os, chair de notre chair, leur état pitoyable ne prodigue ni attention, ni effort, ni soupir. Les pauvres Bretons ont la croix, mais ne savent pas qui est crucifié.
Voilà qui m'a poussé à aller vers ces Bretons. Dans un contexte, alors pour la Grande-Bretagne, de réveil, alors il y a eu le grand réveil avec le méthodisme, et en particulier George Whitefield, donc un méthodiste calviniste qui va avoir de ses disciples qui vont venir en Bretagne. Alors ce serait intéressant d'en parler, mais ils ne pourront pas, dans le cadre du temps imparti, traiter de cela, mais ça fait partie aussi de ce travail d'évangélisation de la Bretagne. C'est le temps aussi où William Carey va lancer les missions modernes, et la mission qui va soutenir le travail en Bretagne, c'est la mission William Carey, en tout cas en deuxième partie. Puis alors, un peu plus tard, en début du XXe, c'est le réveil du Pays de Galles, qui va aussi impacter ceux qui travaillent en Bretagne. L'évaluation, donc surtout l'émulation interceltique, vous avez bien compris, hein, cher de nos on a ce lien. Ce mouvement va devenir plus idéologique plus tard, il va devenir plus folklorique, c'est le festival interceltique de l'Orient, ça fait partie de tout ça, hein, ce lien. Et c'est donc ce qui va amener à vouloir témoigner auprès de ses frères en celtitude. Un certain Thomas Price, qui est un pasteur, un prêtre anglican, est très touché par tout cela et va apprendre le breton et s'adonner à la grammaire et faire tout un travail d'encouragement pour traduire la Bible en breton. Il a contact avec des Français qui sont faits prisonniers sur les ports en Angleterre. Il se rend compte qu'ils parlent à peu près la même langue, mais ces Français ne connaissent rien de la Bible. On pourrait en citer un qui m'est particulièrement cher, qui s'appelle Laurent Canoré, qui est le fondateur de la première école du dimanche en France en 1814 à Luneray, donc là en Bretagne, parlé en Normandie. Mais c'est un breton d'origine de Brest, qui a grandi à La Havane, son père était dans la marine marchande, et il a toujours une grande spiritualité, mais voulait une église sans toutes ces statues et tout cela. Et il est fait prisonnier, parce qu'il devient aussi marin, et c'est là où il découvre l'évangile en Angleterre, et il se formera et deviendra pasteur. Il fait partie de ces personnes qui ne connaissaient ni le protestantisme ni la Bible, qui découvrent tout en Angleterre. Donc tout ça va stimuler cet homme, et en particulier va l'amener à travailler avec la société biblique, pour encourager une traduction de la Bible, une traduction qui a été confiée à un érudit breton, Jean-François Le Benidek, c'est ça, qui en fait est un catholique. C'est la société biblique qui confie cette responsabilité à ce catholique qui traduit la Bible. Alors c'est une Bible qui est traduite à partir de la Vulgate et qui ne va pas pouvoir être comprise par tout le monde. Donc ce n'est pas tout à fait ce qui va faciliter l'accès de tous au Nouveau Testament d'abord. Mais c'est déjà une première étape, ça fait partie de ce travail qui commence par la traduction de la Bible. Alors, on pourrait appeler ce deuxième protestantisme breton. Quelles sont ses caractéristiques? C'est donc la Bretagne celtique qui va être touchée. C'est des prédications en breton, hein, donc en la langue bretonne. C'est aussi toute la littérature qui va être produite, aussi les chants, les cantiques en breton. Elle va pénétrer donc davantage le monde rural, puisque là, les personnes vont pouvoir accéder dans leur langue à l'annonce de l'évangile. Les pasteurs sont davantage des artisans à l'origine, ce ne sont pas des agriculteurs. C'est assez intéressant, c'est la plupart du temps des artisans qui se forment en tant qu'instituteurs, des colporteurs, qui vont aussi s'engager parce que leur foi nécessite aussi un engagement pratique à différentes actions sociales, des écoles, l'orphelinat, la maison de retraite. Un financement qui sera privé. Et on verra aussi ces éléments sur ce financement. Dans la revue de la Société missionnaire de Carré, Baptiste, voilà comment on présente la Bretagne. Donc une église avec les prêtres, avec la superstition des Bretons. Alors, c'est intéressant de voir là le rapport d'un certain Frédéric Trestrain,
qui a fait un séjour en 1861 ou 60-61, qui va visiter Morlaix, qui va visiter les premiers missionnaires gallois qui sont là, et qui dit « Partout où je suis allé, j'ai été douloureusement impressionné par le caractère intensément papiste de toutes les choses. Les croix, les crucifix, les prêtres se rencontraient à chaque instant. Mais la condition physique et l'apparence de la paysannerie, comparée à celle que j'avais vue dans d'autres parties de la France, étaient très supérieures. Et j'ai été informé par les personnes sur lesquelles on pouvait se fier que les Bretons étaient considérés comme les meilleurs soldats et marins de l'armée, de la marine française. Ils ne sont pas, comme le peuple français en général, vifs, impulsifs et changeants, mais ils sont stables, laborieux, économes et crabes. Bien qu'ils soient rapidement animés par ce qui les intéresse fortement. Ils sont donc très attachés à leurs coutumes, à leur langue, à leur religion. Mais dans le cas de conversions qui se sont produites, ils restent fidèles à leur nouvelle foi, avec la même constance, et ne se découragent pas par l'opposition la plus féroce. Donc, un témoignage d'un Anglais qui découvre. Alors, la personne qui est le premier missionnaire gallois, qui a une grande envergure, qui va établir la première église à Morlaix, son fils prendra sa succession ensuite, c'est John Jenkins. Et il va partir parce qu'il est sensible à la traduction de la Bible. Et il reconnaît bien qu'il y a des limites dans la traduction du catholique qui a fait cette traduction, mais donc il y a un appel pour que des personnes aident à la révision de cette traduction. Et c'est ce qu'il va faire. Il va donc se proposer de candidat pour aller réviser cette traduction. Il va d'abord faire un voyage exploratoire et il est conseillé par le pasteur réformé de Brest qui lui dit il y a quelques chrétiens du côté de Morlaix et c'est un lieu stratégique, ce serait le mieux que tu t'installes par là. Et c'est ce qu'il va faire. D'abord il rentre et il est officiellement consacré comme pasteur dans son église, qui est une église missionnaire qui soutient beaucoup de missionnaires, qui a une grande action. Et il va aussi solliciter, cette église va solliciter le soutien de la mission baptiste continentale pour aider à démarrer ce travail. Et c'est ainsi qu'il repart en 1835, il s'installe à Morlaix et va être un colporteur avec la Société évangélique de France, la Société biblique de Paris. On dit qu'en 1936, il avait distribué 109 Nouveaux Testaments en breton, donc de la traduction première, 12 Nouveaux Testaments en français, et puis aussi 158 dans le ABK, c'est l'abécédaire pour apprendre, et puis des différents traités. Alors, comment là-dessus se greffe la mission Tremel, vous allez me dire? C'est là qu'il faut voir mon petit dessin. Nous avons en 1834 donc Jenkins qui est soutenu par la mission baptiste continentale et qui va à Morlaix. Sauf que la mission continentale en 1936 met la clé sous la porte, elle n'a plus de finances, et donc appel est fait à un groupe de Gallois qui va se constituer en mission de soutien pour cette occasion. Dans ce groupe, en 1843, certain John de Cardiff va écrire à la Société missionnaire baptiste, qui est à Londres, pour demander si elle était prête à ouvrir un champ en Europe et soutenir les Gallois qui sont les personnes qui travaillent en Bretagne. C'est ainsi que la mission baptiste va s'impliquer et soutenir tout le travail. En 1872 meurt John Jenkins, et là la mission a bien vu qu'il y a un petit jeune qui est un breton d'origine qui s'est formé à Paris et qui a une certaine envergure
Et il est à Tremel, il vaut mieux maintenant séparer Morlaix de Tremel. Tremel a été, on peut dire, l'annexe de Morlaix. Et donc, du coup, maintenant, il va y avoir d'un côté le fils, Alfred Jenkins, à Morlaix, et Guillaume Le Goat, le petit jeune breton, qui est déjà à Tremel, qui va développer l'œuvre et qui va être directeur de la station de Tremel. Station de Tremel, et il va être aussi bientôt le directeur de la mission de Tremel. Alors, la mission Baptiste va élargir l'espace de sa tente, et elle a un grand travail au Congo aussi à faire, et du coup décide d'arrêter de soutenir les Européens. Il faut que les Européens maintenant soutiennent leur travail eux-mêmes, et le 21 janvier 1885, cette mission décide donc de couper les vivres dans les 6 mois. Alors, à Morlaix, les Gallois sont pas très heureux, et le comité aussi en Pays de Galles n'est pas très heureux, et il arrive donc à négocier pour que la mission de Baptiste continue de soutenir le travail à Morlaix. Mais il n'en est pas de même à Tremel. Et notre ami, on va parler Guillaume Le Goat, va devoir s'organiser autrement. Il a des relations aussi en Angleterre. Il s'est marié avec Gertrude, qui est avec sa sœur, une anglo-française, qui a été élevée en fait dans un couvent en France. Son père avait été venu alors des circonstances singulières. Et donc il maîtrise l'anglais. Il a le réseau aussi qui est là, qui va lui permettre de mettre en place avec le docteur. Alors c'est à la fois un baptiste et à la fois un anglican. Une mission interdénominationnelle. On n'est plus dans le baptisme, on est dans une mission interdénominationnelle, qui est cette mission évangélique bretonne de Tremel, qui va donc se développer après. Il y a différents noms qu'on trouve dans les différents archives. Donc elle va prendre aussi le nom de Société évangélique bretonne. Il y a une association cultuelle évangélique. À la mort de Le Goat, c'est les Le Quiré qui vont prendre les choses en main. Et puis, ensuite, les choses seront un peu plus compliquées. Comment prendre la suite après gestion familiale? Tiens, un témoin passé au neveu, puisque les Le Goat n'ont pas d'enfants, mais moi, donc, c'est un neveu de Madame Le Goat, qui est le grand-père de Robert Somerville, qui était pasteur ici, faire le lien aussi. Et donc, en 1945, c'est l'ABEJ qui va être créée, qui est donc une association qui a pour vocation d'un travail social parmi la jeunesse au sein de la Fédération baptiste, qui va prendre en charge le travail social de cette mission. Alors c'est un peu compliqué de savoir quand ça se termine, mais en tout cas, Robert Somerville parle de la fin de la mission elle-même en 1974. Les documents, en tout cas, qui concernent la vente du terrain qui date de 1979, la proposition d'achat. Ça vous fixe un peu le cadre, comment on passe des Gallois à la société missionnaire de William Carré, qui a fondé par William Carré. Comment on va ensuite bifurquer pour Tremel, en tout cas, sur cette mission évangélique bretonne. Et puis, comment on termine avec l'ABEJ. Je regarde aussi le temps qui passe. Publication, juste, c'est vraiment un gros travail de John, on va revenir sur John, le premier gallois, qui va donc distribuer énormément de bibles, d'imprimés. C'est vraiment un grand travail pour apprendre le breton. Et on dit que quand on l'entendait parler breton sans le voir, on ne savait pas que c'était un gallois. Il avait très bien maîtrisé cela. Donc tout un travail important qui va être fait. Pour apprendre le breton, il va pas hésiter d'aller à la messe pour écouter les prêtres prêcher et voir se faire en tout cas. Alors faire de lance de ce travail, c'est les colporteurs. Le travail de colportage qui n'est pas spécifiquement évangélique. Il y a des colporteurs qui vendaient toutes sortes de choses, hein, c'est des vendeurs. Hein. Donc là, c'est d'apporter des portions de l'écriture et de l'expliquer, mais aussi de lire l'écriture, d'être des lecteurs pour ceux qui ne savaient pas lire.
et tout un travail important qui va se faire. Jenkins va avoir l'intelligence de frayer aussi à Paris avec ses grandes conférences générales annuelles, où là, derrière de ces rencontres, c'était toutes les écoles de dimanche qui venaient pour chanter et animer la soirée, qui permettait de frayer avec tous les responsables des œuvres, des églises principales, qui étaient engagés dans un travail missionnaire de témoignage à Paris. Donc il avait ce lien important. Et quand la mission de William Carré s'implique dès le départ, elle dit il faut absolument construire un bâtiment, il faut avoir une église à Morlaix. Quelques mots de Morlaix. Et donc là c'est le premier temple, maintenant il y a un autre qui est construit à la même place. Alors il y a quelques difficultés bien sûr pour cette construction. Les prêtres exigent que ce soit un bâtiment qui ait la même allure que les maisons d'habitation, qu'on ne reconnaisse pas. Donc il a réussi quand même à avoir gain de cause. Alors là on a un témoignage intéressant sur ce visiteur anglais de la mission de Londres qui raconte ce qu'il a vécu pendant cette visite. Il parle du culte. L'église, il s'agit d'une structure très simple, sans aucun ornement, qui mesure environ 40 mètres, 10 mètres sur 13,50, qui est équipée d'une chaire et de bancs, avec ça très clair et aéré. Le jour du Seigneur que j'ai passé, la congrégation était environ de 40 personnes le matin et plus de 60 le soir. Plus loin, il dit qu'il y a 28 personnes de baptisées dans cette église. Et ce sera un des points un petit peu de tension avec les baptistes, c'est qu'on est dans un baptisme large, où les premiers missionnaires estiment qu'il faut permettre aux gens de venir en toute liberté pour écouter le message de l'évangile, plutôt que de les asséner à vouloir absolument qu'ils se fassent baptiser en tant que croyants, qui les mettent en porte-à-faux avec trop de monde et les éloignent de l'écoute de l'évangile. Donc la proportion est intéressante. Alors beaucoup d'autres sont entrés pendant l'office, sont restés un peu de temps et sont partis. Mais il n'y avait ni confusion, ni désordre. Jenkins prêche habituellement en français, mais il s'adresse aux Bretons présents dans leur propre langue et il envisage d'organiser un service entièrement en breton car le nombre de participants augmentait. C'est le quartier de la Madeleine, qui va se mettre en place et il va avoir un culte spécifiquement plus tard breton. Les chants étaient très beaux et ceux qui comprennent la musique y accordent une attention considérable. J'étais heureux de constater que l'assemblée se joignait généralement à nous. L'après-midi, il y avait une école du dimanche, la chapelle aussi ouverte les samedis, qui sont les principaux jours de marché, lorsque quelques milliers de campagnards sont dans la ville. Les Guiliou, il est présent, donc Guiliou, c'est un colporteur, il est présent pour vendre des testaments, des tracts, et pour converser avec tous ceux qui peuvent y entrer, au profit de l'occasion qu'il y ait du monde. Il y a une activité sociale aussi. Parmi les membres de l'Église, 4, dont 3 qui résident à la campagne, sont rémunérés par Jenkins car ils consacrent beaucoup de temps à lire les Écritures et à apprendre à lire à ceux qui sont prêts à apprendre, enfants et adultes. Beaucoup de ces derniers ont non seulement manifesté le plus grand désir d'apprendre, mais à force de persévérance, ils y sont parvenus. Le nombre de participants à ces cours varie de 12 à 20. Dans certains cas, les enfants ainsi instruits sont même devenus les professeurs des parents. Alors, il y a des annexes qui vont se mettre en place, et on va surtout s'intéresser en fait à celle de Trémel. Là, on a celle de Plougasnon, l'école qui se fait dans la chapelle. L'annexe de Trémel qu'il va visiter. Alors, on sait que le Couat, son père, était un sabotier. Et on peut imaginer, je n'ai pas d'illustration sûre de ce qui était le lieu où ils étaient allés ensemble avec ce visiteur, mais cela pourrait être une espèce de hutte de sabotier. C'est mon hypothèse.
Le service à Trémel donc s'est déroulé dans une hutte rudimentaire d'environ 6 mètres carrés. Les gens commencèrent à y entrer pendant que le couple qui y vivait prenait son repas du soir. Bon. Un repas du soir qui est composé de pommes de terre, de lait, les volailles, étant allés, eux, se percher donc sur les chevaux au-dessus. Je me suis assis dans un coin et j'ai regardé. Monsieur Jenkins étudiait tranquillement son sermon à l'aide d'une lumière solitaire et parlait de temps en temps à ceux qu'il connaissait, qui entraient dans la hutte. Et qui entraient dans la hutte fut bientôt pleine. Et comme il n'y avait que 2 ou 3 tabourets, les gens durent rester debout, avec leurs grands chapeaux, leurs pipes courtes et leurs visages mal rasés. Ils ressemblaient plutôt à une compagnie de brigands qu'à autre chose. Mais lorsque M. Jenkins se leva, un profond silence se fit instantanément. Et après avoir cordialement accueilli, il demanda à Greenwood de prier, donc colporteur. Aussitôt, tous découvrirent leur tête, s'agenouillèrent avec respect. La prière était très sincère. Nous avons ensuite chanté un hymne, Monsieur Jenkins a prêché, a clôturé le service. J'ai appris qu'il y avait plus de personnes à l'extérieur de la hutte qu'il y en avait à l'intérieur. Dans ce cas, il pouvait y avoir au moins 150 personnes présentes. Il nous fallut un certain temps pour nous éloigner des gens pour qui la visite était manifestement très gratifiante. Presque tous étaient papistes, et catholiques d'origine. Il était minuit avant que nous n'arrivions à la maison. Mais personne ne se souciait de la fatigue de ce long voyage, sans avoir été témoin d'une telle scène. On voit la manière dont à Trémel, l'évangile est bien accueilli. Et Trémel, c'est le lieu de naissance et aussi d'exercice militaire de Guillaume Le Couët, fondateur donc, de la mission qui nous intéresse. Donc ça je voulais dire, donc on va aller plus loin, juste voir comment il est venu à la foi. Le Couët était un jeune homme qui était spirituel et qui avait en tout cas une sensibilité aiguisée et qui faisait des kilomètres pour aller chez le prêtre apprendre le latin pour entrer ensuite au séminaire. Un enfant qui est donc un fils de sabotier, un père anticlérical. Sa mère, elle, était une institutrice itinérante à domicile qui allait aider à mettre aussi du beurre dans les épinards. Et Guillaume est venu à la foi protestante, en fait, après, et par sa mère indirectement. Sa mère était visitée par un colporteur qui lui lisait la Bible. Et quand il a entendu ça, au début, il quittait les lieux pour être loin, puis, aiguisé par la curiosité, l'appétit est venu, il a écouté, il a été étonné par la lecture d'un livre qu'il ne connaissait pas encore, qui était la Bible, et c'est ainsi qu'il vient à la foi. Il est repéré par André Williams Monod, qui en fait est quelque temps à Morlaix. Monod, donc c'est de la grande famille des Monod, c'est le fils, c'est le fils d'Adolphe Monod, qu'on connaît par ses écrits. Brillant lycéen, qui a plusieurs concours pris au concours général, et qui fait une faculté de théologie à sa faculté à Montauban. Il est baptisé à Morlaix par Jenkins le 16 juin 1861, et il s'installe à Morlaix pour collaborer avec lui, soutenu par la mission baptiste. Alors, il va pas rester très longtemps finalement, il quitte assez tôt Morlaix. Le texte dit il est un appel de l'Église libre de Lyon, mais en fait on le retrouve pas vraiment là-bas, donc je suis pas sûre que qu'il soit vraiment allé à Lyon, mais il a donc quitté, on le retrouve ensuite plus tard comme aumônier chez les Diaconesses. D'où là cet homme qui va encourager ce jeune prometteur à faire l'école normale d'instituteurs protestants de Courbevoie. Et ce petit-fils de sabotier va monter à Paris et va se former dans ce qui est à ce moment-là la grande école d'instituteurs
bras de l'Église réformée, un bras éducatif de l'Église réformée, qui a été fondé par mon ami que vous connaissez tous, Louis-Frédéric François Gautier. Mais c'est juste, il arrive 1 an avant sa mort et il va reconnaître donc son gendre qui prend la direction de cette école. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il dit à propos de Guillaume Le Couët dans le rapport du registre de cette école. On sait qu'il entre à Courbevoie le 20 octobre 1863, il va sortir le 14 avril 66 avec son brevet d'instituteur sans aucun problème. On sait qu'il est tombé malade après l'examen, donc une espèce de tuberculose qu'il a eu. Il a été traité 2 mois à la Pitié, puis il est retourné chez ses parents, puis il a repris ma forme de travail. Et alors, ce qui est intéressant après, c'est que il devient un instituteur évangéliste à Trémel, et pour avoir trouvé des notes l'enseignement biblique donné aux instituteurs, donc des notes, il y a 800 pages de notes de tout le cours que donnait Charles Godard. C'est vraiment un bon institut biblique qu'ils ont. Ils sont vraiment formés pour être instituteurs et en même temps pouvoir vraiment s'impliquer, s'engager dans l'Église. Il dit, ce texte dit qu'il a été persécuté sous l'ordre moral. L'établissement a été fermé. Bon, c'est toutes les tracasseries. Et le directeur dit, j'ai obtenu à ce sujet une audience du ministre Jules Simon. Le Couët a été rétabli par lui dans ses droits, son établissement a été rouvert, ce qui montre toutes les tensions qu'il y avait, mais aussi l'intervention des responsables, directeurs de l'école normale. Et après, il ajoute, énergie extrême, piété sincère, peut faire de grandes choses si l'orgueil et l'avarice ne prennent pas le dessus. Et c'est ainsi qu'il va venir à Trémel. Alors, une chapelle qui avait été construite, mais qui n'a pas pu être ouverte parce que Jenkins a fait construire sans aucune autorisation. Il a même fait célébrer un mariage sans autorisation. Mais maintenant, avec le Couët, qui va avoir aussi la consécration pastorale et pouvoir être reconnu, l'Église va pouvoir avoir l'autorisation et il va faire l'école. Il va y avoir plusieurs classes de garçons qui vont se réunir. Le travail de Le Couët est en particulier un travail aussi linguistique. Mécontent de la traduction qui circulait de la Bible en breton, il va faire une nouvelle traduction. Une nouvelle traduction selon d'autres principes qui sont aujourd'hui le principe de la CIL en particulier, donc la Société internationale de linguistique, qui cherche la langue qui sera la plus représentative et mieux comprise par l'ensemble d'une région, avec ensuite des mots qui vont être choisis de telle sorte à ce que plusieurs comprennent. Et c'est donc cette traduction qu'il va entreprendre pendant plus de 7 années, dans un texte plus loin, et une révision, et il est donc à la Bible, le Nouveau Testament en tout cas, le dernier Nouveau Testament révisé en 2023. La Bible maintenant. La Bible maintenant. La Bible complète a été révisée, traduite avec le travail de Guillaume Le Couët. On voit avec son épouse. Il lance une revue aussi, des almanachs pour que l'Évangile puisse aussi rentrer un petit peu partout. Et on le voit là assez souvent écrire à la Société d'encouragement pour l'instruction primaire parmi les protestants de France qui chapeaute l'école normale de Courbevoie pour les garçons et de Boissy-Saint-Léger pour les filles. Pour les filles, hein, voici. Alors, le 23 août, voici comment il se présente. Ancien élève de Courbevoie, aujourd'hui missionnaire en Bretagne, en rapport donc à ce moment-là encore avec la mission baptiste de Londres. Le Seigneur m'a accordé la grâce, après de nombreuses difficultés, de fonder ici 2 cours gratuits et libres, des cours d'adultes, mais aussi 2 écoles du dimanche, 2 écoles libres et gratuites de garçons et une 3e en voie d'ouverture. Pour que ces fondations deviennent durables, il nous faut l'appui de votre société, afin de classer ces institutions au nombre de celles où les jeunes gens, les instituteurs, peuvent réaliser l'engagement décennal. C'est-à-dire l'engagement décennal était ce qui permettait de pouvoir travailler après, pendant 10 ans, après avoir fait une formation d'instituteur,
et d'être aussi dispensé du service militaire. C'est à ce titre-là que le Quat n'a pas fait la guerre de 70. Et donc, on voit comment il écrit, et il a donc, il va avoir aussi un soutien moral, on verra aussi un soutien financier des Français, qui sont de la société pour rejoindre l'instruction primaire parmi les protecteurs. Alors, continue, je viens donc, Monsieur le Président, vous demander votre appui, votre avis sur ce qu'il y a à faire pour mener cette œuvre de fin. Et donc, là, une demande tout à fait pratique, administrative, de la part donc, En 88, et là, il raconte un petit peu plus les éléments qui me concernent. Ancien élève de Courbevoie, où j'ai fait une partie, une partie de mes études aux frais du généreux et excellent chrétien Monsieur Lefebvre. Je travaille depuis 20 ans à l'évangélisation des compatriotes retournants, c'est-à-dire qui ne comprennent pas le français. Aidé du précieux concours de ma chère femme, j'ai pu, durant ce temps, à travers un grand nombre de difficultés et soutenu par le Seigneur, fonder une modeste mission évangélique. Donc là, on est déjà passé de l'autre côté, mais plus soutenu par les baptistes. Qui comprend une église dont les membres sont tous sortis du catholicisme. 4 sous-stations, une mission parmi les Bretons de Jersey, une deuxième au Havre, une troisième à Brest, une quatrième à Plymouth. Traduire la Bible, le voyage du chrétien, donc c'est le voyage du pèlerin qu'il a aussi traduit en breton. Et une quatrième, et un recueil de cantiques et beaucoup de traités. Organiser une œuvre fidèle de colportage avec des colporteurs, une voiture biblique et ce que nous considérons comme l'âme de notre mission, ouvrir 2 écoles. 2 seules écoles évangéliques, 2 garçons de nos 3 départements bretons. De ces écoles sont sortis, alors c'est aussi intéressant de voir ce qu'ils deviennent, ces élèves, des instituteurs, des évangélistes, des colporteurs et un missionnaire qui termine actuellement ses études à l'Institut Business à Londres. Institut qui avait fréquenté aussi Rubens Sayens. 4 de mes anciens élèves servent à Paris et n'oublie point d'envoyer leur obole à la mission. Un de mes élèves, M. Lyon, est à l'asile de Lambrecht. Un autre est à Brest, employé sous la direction de la Société de Genève. Un autre est directeur de notre voiture biblique. Un autre ancien frère s'est converti en notre école, la dirige actuellement à Tréville. 2 autres de mes instituteurs ont quitté ce monde en donnant d'éclatants témoignages de leur foi aux promesses de Dieu. Jusqu'à présent, malgré nos prières, notre ardent désir, nous n'avons pas encore pu ouvrir une école de chimie. Cependant, les Moineverts font de bons enfants, et pour avoir des hommes chrétiens, il faut avoir des mères chrétiennes. Or, parmi mes visiteurs, cette année, s'est trouvée une dame anglaise à laquelle le Seigneur a mis à cœur de nous bâtir une école de chimie, mais hélas, nous n'avons pas les moyens d'avoir une institutrice. Pourquoi l'argent ne se fait pas tout non plus? Il faut aussi avoir des personnes. La traduction de la Bible de notre langue est soutenue par des amis de colportage, par la Société biblique britannique, la Société biblique trinitaire, la Société de Genève, donc plusieurs sociétés qui interviennent aussi financièrement pour ces travaux de traduction. Mais nos 2 écoles ne vivent que de ce que je puis collecter tous les ans, et cette année, cela se termine par un déficit de 4 652 francs 15 ans. Permettez-moi donc, Monsieur le Président, de venir humblement demander l'excellente Société d'encouragement de nous venir en aide pour ces 2 écoles, et surtout pour notre école de chimie, destinée à faire tant de bien dans la mission, et que nous avons entrepris sous la direction de Dieu. Pour y donner des recommandations et tout ça. Alors, il va y avoir un peu de sous qui vont arriver, mais très peu. Bon, là aussi, quelques éléments ensuite de réception aussi de dons. J'aimerais, mais vous verrez dans le bulletin de la Société d'histoire du baptisme, l'article de ce qu'on échange présente maintenant, vous verrez l'histoire de ce médard barrière, parce qu'il
a été découvert derrière une barrière abandonnée par ses parents, et d'Orthez, comment il va venir travailler comme instituteur, là aussi formé à Courbevoie. Donc une annexe qui s'ouvre avec cette école de garçons aussi, il va ensuite enseigner aussi là. Et tout un travail aussi de chant. Alors j'étais intéressée de voir comment Bullière, qui est deuxième président de cette société missionnaire bretonne, visite lui-même. Alors il y a des visites, le Coat va visiter, il fait des tournées pour récolter des fonds en Angleterre, il va visiter les responsables, mais aussi eux viennent. Et là, il raconte un petit échange qu'il a eu lors d'une de ses visites. Il rapporte cet échange d'avoir été étonné d'entendre au culte que des cantiques d'origine française et américaine. Il dit, mais pourquoi vous ne chantez pas des chants avec un air breton, hein? Et Jean Trémel lui dit, mais c'est parce qu'on ne peut pas jouer d'air breton à l'harmonium. Boulinière dit, mais que ces airs étaient si difficiles pour qu'on ne pouvait pas les interpréter. Mais non, le problème était l'absence de partition pour les jouer. Les airs bretons se chantaient donc sans accompagnement. Mais vous si pauvre pour avoir pour procurer ces instruments, mais non, ces partitions n'existent pas. Les partitions n'existent pas. Ces airs se transmettent oralement depuis des générations et n'ont jamais été écrits. Eh bien, ils seront écrits immédiatement. Alors, cet après-midi même, plusieurs personnes furent amenées pour chanter devant nous, et pendant qu'elles chantaient, j'écrivais la musique, car comme le disait John Hullard, un musicien est quelqu'un qui voit la musique avec ses oreilles et l'entend avec ses yeux. Bon, je ne gâche que lui. Alors, il y a des chants, et on entendra tout à l'heure justement une mélodie locale, bombarde, qui vont être chantées. C'est toutes ces chansons sur feuilles volantes. Ils sont en fait plutôt des récits, là, plutôt des cantiques, des récits, des complaintes, qui sont chantées par dans les villages, et qui vont être reprises aussi par des chrétiens, avec ensuite une application, une interpellation chrétienne. Alors, c'est des histoires vraies qui sont chantées. On racontera une. Alors, je n'ai pas les 69 couplets de ce mais on n'écoutera pas non plus 69 couplets tout à l'heure, soyez rassurés. On écoutera ce chant dans Gaëtan va jouer à la bombarde tout à l'heure. Alors, ce que je trouve intéressant comme lien à faire, c'est ces colporteurs ne sont pas une innovation, donc ça existe aussi d'un point de vue séculier. Mais on voit la mission William Carré, la reproduction de prédication sur la place du marché, où tout le monde vient avec ses monuments, et on le retrouve là. On a des colporteurs en Chine aussi, donc c'est pas quelque chose de spécifiquement breton. À Brest, il va y avoir François Le Quéré. Alors François Le Quéré est le beau-frère de Louquat. Il a épousé la sœur de sa femme, qui est quelqu'un qui est très reconnu pour aussi avoir écrit beaucoup de chants. Je prendrai juste la deuxième partie. En décembre 1882, il a 3 enfants, 9 ans, 8 ans et 4 ans, et il est employé par son beau-frère qui va faire financer son salaire par les différentes sociétés évangéliques, en particulier celle de Genève, l'Agence française, la Société biblique britannique. On a donc des agences missionnaires qui soutiennent. Et en 83, il gagne environ 125 francs par mois, qui était l'équivalent d'un salaire d'un jeune instituteur. Pour avoir un petit peu d'idée représentative de ce que c'est. Donc là, la voiture que nous avions sur l'affiche, c'est le ministère de Quéré. Ces chants particuliers sont tout à fait adaptés à l'évangélisation en Basse-Normandie à cette époque-là. Il va sur la place du marché, là où il y a du monde, et avec sa voiture, il s'installe. Et là, monté sur un marchepied ou sur une borne, voire un peu plus haut, eh bien, il va entonner cette voix. Ça évangélique, et c'est plus célèbre dont on va parler, qui va être imprimé à plus de 100 000 exemplaires avec 9 éditions. Alors, je sais pas si les 69 strophes, ça s'est rajouté au fur et à mesure. Hein.
Et un cercle se forme autour, et donc on s'y vendre les chansons et l'occasion d'apporter des témoignages. Il y a toutes sortes de documents, de cartes. Alors là, c'est pas en breton, hein, mais c'est cette série-là dont on comprend qu'elle va être diffusée. Aussi des petits traités, c'est des histoires qui sont adaptées en fonction du public. Hein, si c'est des marins, si c'est des artisans, on raconte une histoire qui amène ensuite à des éléments qui témoignent de la foi. Notre moteur de la mission évangélique bretonne ne va pas en rester à simplement colportage et aux écoles, mais il va développer, et ce qui est intéressant là, c'est de voir comment les choses se développent parce que le besoin s'en fait sentir. À la fois un hospice, la rue du Pèlerin, l'orphelinat, une ferme, l'école pour filles dont on va parler, l'école pour garçons, on dure qui va se mettre en place, une maison pour vagabonds, un dispensaire, une usine de filature, et alors après savoir un atelier de confection de lingerie. Alors, voyons comment l'effet boule de neige se fait, comment un besoin amène à mettre en place un dispositif particulier. C'est l'histoire de Françoise Le Morvan, les 69 strophes. C'est court, hein, l'histoire, ne s'inquiétez pas. À 13 ans, donc, Françoise, de santé fragile, insiste lourdement près des boîtes qui finissent par finalement accepter de la prendre comme domestique. Mais elle va avoir la tuberculose et puis va l'emporter. Dit qu'elle est morte dans les bras de Madame Lequat et dans la foi. Mais avant de rendre l'âme, elle lui suggéra d'entretenir un endroit où des semblables à elle puissent, comme elle, finir leur jour. Avec 2 shillings collectés à la chapelle et des dons d'amis de France, d'Angleterre, cela se réalisera, et c'est ainsi que l'hospice s'est mis en place. Alors, d'abord, des choses simples, et ensuite, au fur et à mesure, la mairie du Pèlerin va se construire avec plus de personnes. L'école Agnès. Non, ça c'est l'hospice encore. Hein. L'orphelinat qui va se développer là aussi. La première malade est venue trouver refuge à l'hospice. C'était une pauvre femme de mauvaise vie qui mourut en pleine paix, dit le récit, laissant un bébé orphelin. Et elle a supplié Madame Lequat de s'en charger. Suite à une bagarre entre son mari et elle, les deux, un couple, donc l'homme tue sa femme, mis en prison, mais il va aussi lui laisser 2 enfants, l'un de 5 ans, l'autre de 10 ans. Et finalement, il va y avoir près de 80 enfants à instruire, et il faut donc ouvrir aussi une école. Et une chose en amène une autre, et alors, l'orphelinat, la première pierre est posée le 15 août 1889, mais les choses commencent à la maison. Petit à petit, les choses se mettent en place. Et donc là, on a quelques vues de l'orphelinat. Dire juste un mot d'école Agnès, je vais parler d'autre chose aussi, qui est en fait donc cette école de filles. Alors, le mot Agnès est lié en fait, c'est le nom de la fille de la donatrice, c'est une fille qui est décédée, jeune, et en honneur de cette fille, donc l'école a reçu le nom d'Agnès. Et donc, on a là la lettre de Lequat qui écrit de nouveau à la Société d'encouragement pour l'instruction parmi les protestants de frères pour dire l'école va être inaugurée, venez envoyer quelqu'un qui représentera, parce que vous pouvez dire vous, président, sans cela, le pasteur William Baudon qui le connaît évidemment. Et ainsi de suite, donc on peut continuer sur les différents, donc, l'école de garçons aussi qui va se mettre en place, peut-être juste dire le jardin familial qui va ensuite devenir une ferme, et ainsi de suite pour les autres, la filature de l'Inde. Alors, la mort de Guillaume Lequat, c'est juste quelques mois avant la déclaration de la Première Guerre mondiale.
va mettre un frein, bien sûr, à l'expansion de l'œuvre. Sur un monument aux morts de Trémel, on a les noms de 57 soldats qui sont morts pour la patrie, 39 lors de la Première Guerre mondiale. Ça donne un peu un ordre d'idée. Et Georges Sommerville, donc le grand-père de Robert Sommerville, a perdu lui-même 2 fils de la guerre. Et c'est le dernier qui va devenir pasteur ensuite à Bordeaux. Avec donc la mort du fondateur, si le moteur de l'œuvre qui disparaît, le témoin qui va être compris, c'est celui qui est compris par les neveux, le neveu et les 2 nièces, qui vont donc passer d'un point de vue intrafamilial. On va institutionnaliser l'œuvre après, et ce sera avec l'Inspiration baptiste. C'est là qu'intervient donc le tabernacle avec l'implication d'Arthur Gaucher dans l'organisation de ces rapports, et des rapports qui sont aussi très régulièrement toujours aussi en anglais. Pour essayer quand même d'avoir quelques sous, une initiative est prise qui est celle d'ouvrir un atelier de confection, mais qui va organiser l'œuvre et qui ne sera pas du tout une bonne idée. Donc voilà les qui prennent le relais. Anna à gauche, Émilie à droite, le curé et leur frère, Guillaume, qui est colporteur, et c'est lui qui sera déclaré juste parmi les nations. Travail durant la guerre. Alors, l'histoire est quand même un peu tragique, hein. Les enfants, donc le Quat, leur maman meurt quand ils sont encore jeunes. Émilie, donc Guillaume a 13 ans, Émilie 12 ans, Anna 8 ans. Et là, François, le père, va s'installer au Havre pour faire l'évangélisation et va laisser des enfants à leur tante à Trémel, et ils vont être élevés avec les orphelins. Mais à la différence des autres orphelins, donc ceux qui avaient plus de moyens pouvaient faire une école d'infirmière et faire des choses avec ça, eux vont rester dans l'orphelinat et vont diriger l'orphelinat. Alors, Émilie va devenir la directrice de l'école protestante de Trémel, puis l'orphelinat. Anna va être gestionnaire cuisinière. Et puis, donc, Guillaume sera un reporter tout à fait reconnu. Georges Sommerville, donc le fils, le grand-père de Robert Sommerville, qui est donc ce fils adoptif des Lecoat, va aussi donc prendre la direction de ce comité. Les choses vont s'institutionnaliser, c'est la fin de l'histoire de cette mission évangélique de Trémel, lorsque la Fédération baptiste va être sollicitée, et donc on va essayer de, après-guerre, mettre en place une structure d'accueil, de travail social. Alors, pour tout le travail on a déjà eu, je vous renvoie au numéro 3 de notre bulletin, où est publié le témoignage qui avait été apporté sur cette toute première partie par Alain Brabant, au cours du travail de son père, Roger Brabant. Donc, on a déjà vu des éléments qui nous ont été rapportés. Et donc, cette mission va surtout devenir un lieu d'accueil pour la jeunesse. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une diminution simplement du nombre d'habitants dans Trémel. Donc, si on veut des jeunes et on veut s'engager dans un travail, on n'a pas toujours, c'est pas très attrayant d'aller dans un coin un peu perdu. Dans les différents courriers, on voit qu'il y a des dons qui viennent même du Congo, mais il y a quand même un certain nombre de difficultés qui sont entre autres liées à l'absence de personnes qui ont été formées pour faire du travail social. Donc c'est peut-être un travail de charité. Il suffisait d'avoir de la bonne volonté, les choses changent, il y a une professionnalisation du métier. Et
l'œuvre ne trouvait plus parmi les chrétiens des jeunes qui étaient prêts à s'engager et à rester plus que le temps de la formation ensuite et d'aller ailleurs, hein, où ils allaient être un contexte plus favorable. Et du coup, l'embauche d'éducateurs allait se faire de manière plus large et dans les remarques qui sont faites et souligner l'importance de pouvoir avoir des chrétiens envoyés par les églises, encouragés par les églises, se former d'un point de vue professionnel dans ce travail, et d'être vigilant aussi aux questions de morale. Donc, c'est pas ce qui est là derrière, en tout cas, ces textes sont très sobres, en disant quand on accueille des gens d'un peu partout, on n'est pas toujours sûr de la moralité des personnes. Puis, l'autre difficulté, c'est que les bâtiments avaient 80 ans, et alors, à nos gens, on sait quelque chose, des bâtiments anciens, de la rénovation, et là aussi, un grand problème, que fallait-il faire? Est-ce qu'il fallait rénover? Est-ce qu'il fallait relancer les choses? Première partie, donc, avec les Brabants, un désir d'avoir une éducation de type scout, mais les choses seront quand même bien compliquées. Et finalement, après, en toutes sortes d'échanges, aussi de finances compliquées, eh bien l'œuvre va s'arrêter. J'ai ici juste une lettre qui indique le nombre, ce que un acheteur est prêt à donner. Aujourd'hui, donc, le terrain, tous les bâtiments ont été achetés par des privés. Ils sont donc, à usage privé, ne sont plus du tout utilisés par une fédération d'églises ou des chrétiens. C'est là la fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai posé la question au départ, hein, quand on voulait repérer la matrice réseaux nationaux et tout cela. Et on peut dire que les Gallois et les Britanniques ont été très présents, mais aussi les Suisses, avant la révocation de Nantes. Les Français, en particulier pour les écoles, les sociétés religieuses, des individus, mais plutôt des individus, des sociétés, des missions, que des églises locales, ou que des familles d'églises. Voilà, la Fédération baptiste a essayé ensuite, hein, mais en tout cas au début, c'est davantage à ce niveau-là. On a un baptisme ouvert. Sébastien Fat et Jean-Yves Carmuet parlent pour le Quat, qui était membre des églises libres. On peut vérifier encore cela. En tout cas, la mission était interdénominationnelle. Donc des personnalités, des familles, et des familles et l'institutionnalisation peut se poser la question comment cette matrice se développe et qu'est-ce qu'on peut peut-être en tirer aussi dans notre propre regard des œuvres qui sont mises en place, souvent pas liées à une dénomination particulière ou à une dénomination. L'expression donc de cet évangile intégral, j'essaie de montrer que c'était non pas une réflexion, mais plutôt une pratique de cohérence de choix. On est passé de cela à une professionnalisation d'action sociale avec un certain nombre de projets à mettre en place en amont. C'est pas comme ça que ça s'est mis en place, hein, donc un changement. Pas de vocation autre que l'annonce de l'évangile vécu, en tout cas ce qui était dans ce cadre-là. Et quelle articulation entre l'expression de la grâce qui sauve et qui nous apprend à vivre aussi chaque jour comme il convient dans une vie qui n'est pas paradisiaque. Comment accompagner aussi, vivre les uns et les autres dans leur métier selon les valeurs chrétiennes dans un monde qui n'est pas chrétien. C'est aussi des questions qu'on peut se poser aujourd'hui, comment, en tant que chrétien, en tant qu'église, on travaille à cela. Avec une histoire comme auteur à écouter, pour penser, à agir, avec vérité, humilité, dans le contexte de vie individuelle, mais aussi associatif, peut-être le nôtre. C'est tout ce qui touche à l'implantation d'églises et à l'élan. On avait celtisme, on a la redevabilité aussi, c'est aussi des arguments que William Carré avait employés, en tout cas le deuxième, pour convaincre ses collègues qu'il fallait aller faire toucher les païens. En tant qu'anglais, on a aussi été évangélisés, donc on a aussi quels sont les moteurs aujourd'hui de l'implantation d'églises, ce qui nous motive à aller de l'avant.
Quant aux méthodes d'évangélisation, on a à peu près tout ce qu'on trouve aussi chez William Carey en Inde. La traduction de la Bible en langue régionale, l'impression, la distribution de la littérature, l'éducation, apprendre à lire ces textes et d'autres. Puis il y a les trois self, à la fois la propagation par des autochtones, des indigènes, c'est le mot indigène qui est employé pour les Bretons dans les textes de la mission de Baptiste. Le gouvernement aussi par des locaux, c'est le cas pour le Quad, qui est un breton qui gouverne sa station. Pour le soutien, on voit que c'est plus varié en fait. Le soutien est cherché là, un petit peu ici ou là. C'est pas l'église locale qui se suffit. Alors c'est pas un modèle de vie par la foi. C'est les autres églises qui se développeront après, des missions qui vont développer ainsi. Nous on avait vu la différence entre Barnardo et George Muller dans ce qui est du travail parmi les enfants en Angleterre. Barnardo avait écrit à George Muller pour demander des conseils, et il lui avait dit, il suffit de prier, puis Dieu te dira ce qu'il faut faire. Il n'était pas très satisfait juste de cette... il voulait bien prier, mais il voulait aussi avoir d'autres éléments plus précis. Et Barnardo qui va faire une œuvre avec les finances différemment, envisager en tout cas l'appel à la finance. Alors, quels fondamentaux adaptés à la lecture de la société contemporaine et à la vie chrétienne? C'est la question que je laisse ouverte pour vous remercier de ce temps d'écoute qui n'est pas terminé, puisque nous allons continuer à écouter la musique et le cantique.